à cette conférence. Merci d'être aussi nombreux. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir tant des donneurs d'ordre que des prestataires pour cette conférence sur la certification des services clients et l'avantage, les inconvénients, tout ce que ça peut apporter tant aux donneurs d'ordre qu'aux clients finaux et donc aux consommateurs. Avant de leur passer la parole, donc à ma gauche, Emmanuel Mignot, qui est le président de TFM. Je confonds. Merci. Anne Lévesque, directrice d'Handicall. Donc centre de relations clients, atelier adapté, entreprise adaptée, je fais travailler avant tout les handicapés. C'est ça. À ma droite, un donneur d'ordre, donc Richard Edry, qui s'occupe de la relation client pour Carrefour. Emmanuel Mignot, président de Tech International, pareil, prestataire en relation client. Laurent Salanier, qui est chez Weekend Desk, directeur général de Weekend Desk. Et Mathieu Blanc, directeur marketing donc, de Webel. Justement, on va peut-être commencer par vous. L'idée, c'est de balayer rapidement aussi, quand on parle de normes, de certification. Webel a été l'un des premiers, c'était le premier outsourceur à postuler, à obtenir ces normes. Vous êtes passé à peu près tant par la certification, même par les labels, que par la LRS. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement nous dire la différence entre tous ces différents labels et ces normes? Oui, alors bonjour à tous. D'abord, je ne suis pas un technicien des normes, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de techniciens dans la salle. L'enjeu, c'est effectivement plus dans une logique marketing, client que j'interviens. J'ai également en charge de manière très quotidienne des activités autour du tourisme et du retail chez Webel. Je vis au quotidien ce que vivent les donneurs d'ordre et leurs clients sur les plateaux. Alors pour répondre à votre question, en fait, Webel, c'est une société qui a 10 ans d'âge et qui est passée de 0 à 8500 salariés en 10 ans. Ce qui fait qu'effectivement, c'est très vite posé la question pour assurer cette croissance et la croissance de nos clients, de se créer en fait plus un socle, un référentiel, s'appuyant sur des normes qui nous permettaient effectivement de construire cette croissance et d'apporter une espèce de garantie sur la façon dont on fonctionne sur nos centres, soit d'ailleurs en France ou dans des pays de nearshore. Donc on a très rapidement été vers le premier niveau de certification de type ISO 9001 de MIMI qui vise à, comme on le sait, donc plutôt fournir un cadre d'exécution de la prestation, de lister en fait la façon dont on fonctionne. Et donc si on liste qu'on va mal fonctionner, on peut quand même être certifié puisqu'on ne valide pas, je dirais, la réalité de la qualité de la prestation. Lorsque la norme NF a été proposée, on a également souhaité postuler à cette norme. On a obtenu, je pense, depuis maintenant 4 ans, de les renouveler tous les ans sur nos plateaux. Et donc là, on a plus une logique de norme, on va dire, qualité, puisqu'elle est délivrée par l'AFNOR, et elle permet effectivement beaucoup plus de valider des aspects indicateurs qualité de service, plus la façon dont est réellement traité le client final, j'entends bien. Hein. Donc, et puis on a également postulé depuis maintenant 2 ans, on a obtenu le LRS, qui n'est pas vraiment une norme en soi, mais plus un label, donc le label de responsabilité sociale, qui lui va s'assurer plus de la façon dont je dirais, les conditions de travail sont effectuées au niveau des centres d'appel. Et cette norme vise bien entendu aussi bien les centres internes que les centres côté prestataires. Là, l'enjeu est en plus de vérifier que la façon dont on traite le salarié est en conformité avec à minima, je dirais, ce que la loi permet, et également d'être mieux client. Alors, je pense que rapidement, puis évidemment derrière, on participe pour le compte de nos clients à toute une série de concours type du service client de l'année ou d'autres. L'enjeu est encore une fois, je dirais, de valider sur le terrain que ce qu'on déploie en termes de moyens fonctionne correctement. Là, on est plus en tant qu'accompagnant de nos clients, puisque par principe, ce type de concours ne concerne que les donneurs d'ordre et pas les prestataires. Alors, pour nous, ces normes-là, l'enjeu n'est pas des normes pour les normes, mais par un affichage. C'est plutôt, encore une fois, comme je disais, un référentiel ou un socle. Il s'appuie en sous-jacent sur une réelle volonté de la direction générale du groupe, une réelle démarche qualité. Quand je dis direction générale, ça passe par tout d'abord des investissements financiers qui sont importants, puisqu'on dépense quelques pourcents de notre chiffre d'affaires annuel sur ces investissements qualité.
C'est également une logique de pérennité puisque ce type d'engagement se fait dans le temps. Quand on obtient une certification, on ne l'obtient pas pour un an, un instant T, ce n'est pas une photo, c'est une volonté réelle de la direction de s'assurer qu'on est en conformité permanente avec ce type de référentiel. C'est aussi une logique de communication, j'aurais plus envie de dire de communication interne qu'externe, puisqu'en fait, on communique énormément sur ces normes auprès de nos salariés, auprès des encadrants, des managers. L'enjeu étant vraiment, et si vous viennent sur nos plateaux le voient, chaque plateau, à l'entrée du plateau, vous avez une lettre des 2 présidents fondateurs qui indiquent en quoi c'est important. Donc l'objectif, c'est bien d'afficher en interne pourquoi c'est important de le faire. Et puis je dirais, il y a une 4e dimension de la direction générale, c'est une logique de pilotage, puisqu'on reçoit chaque mois, chaque semaine, des reportings sur la façon dont ces normes sont suivies sur les plateaux, qui donnent lieu à un certain nombre d'alertes éventuelles si on se retrouve en écart sur telle ou telle partie de la norme et qui donne lieu derrière les plans d'action. Donc c'est vraiment une logique, encore une fois, de référentiel sur lequel, en amont, il y a une vraie décision et un choix stratégique. Et puis tout ça, ça n'est rien du tout parce que c'est le socle de la pyramide. Ça n'a d'incidence que si les moyens et les outils qu'on met sur la production elle-même sont à ce niveau-là, s'assurent via des outils de contrôle, via des méthodes que on respecte les engagements qu'on a pris. Et je dirais que la finalité de tout ça, enfin, c'est bien évidemment le plan final, et puis c'est surtout de créer une culture, un comportement managérial, une culture d'entreprise dans laquelle le mot qualité prédomine, et pas le nom élève ou le nom ISO qui finalement ne veut dire pas grand-chose à quelqu'un, mais simplement, encore une fois, est un référentiel. Déjà, vous qui êtes finalement la seule entreprise, je crois, de grande distribution à avoir la norme NF Service, qu'est-ce que ça apporte à vos clients? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? D'abord, ce que ça a apporté pour les clients, enfin, le projet c'était surtout en fait par un discours professionnel, c'est la confiance vis-à-vis des clients. C'est important en tout cas pour le groupe Carrefour, la marque exprime déjà une certaine confiance, c'est surtout de renforcer cet esprit de confiance à la marque. Après en interne, déjà, c'est un projet du fédérateur, de l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi la volonté de faire monter en compétence l'ensemble des collaborateurs. Ça a permis en tout cas de structurer le travail de chacun. Et qu'on soit aujourd'hui, comme l'a dit Mathieu, c'est d'être en culture d'amélioration continue tout au long de l'année. Ça, c'est important. Et puis, ça permet aussi d'avoir un engagement à notre niveau vis-à-vis de nos clients de leur offre interne. Parce que nous, en fait, nous sommes une filiale du groupe Carrefour, où en fait, on gère toute la relation client, que ce soit des services du groupe ou des entités du groupe. Ça permet aussi de rassurer, voilà, il y a un service qui est professionnel dans la démarche de la relation client à distance. Justement, Emmanuel Mignot, donc vous aussi vous êtes prestataire, et vous avez un avis un petit peu tranché, un petit peu différent sur ces différentes normes. Oui, effectivement. Moi j'ai été très opposé dès l'origine à la création de la norme ANRS, label de responsabilité sociale, à la fois pour son motif, son timing et sa forme. C'est vraiment en fait effectivement être plus opposé que ça, parce que je vais vous proposer, surtout à part le principe. Je pense que dans tous les métiers, il y a des normes et des labels. Je pense que dans beaucoup de métiers, on peut vérifier que les ordres, les labels, etc., ne conduisent pas forcément à une qualité. On a tous des tas de produits qu'on achète qui sont supposés avoir un label, et quand on coûte le produit, il n'est pas forcément ce qu'on en espère. Donc, un label, ça dépend réellement comment il est fait, comment il est établi, comment il est géré, comment il est pensé. Et je pense qu'en la matière, dans le métier de la relation client, on ne peut pas imaginer tellement pire que la manière que dans ce label a été à la fois conçu, instruit, monté, géré, développé. Je vous explique en 2 mots si vous voulez. Quand en 2003, fin 2003, ce projet de label a vu le jour, ça consistait surtout à faire quoi? À dire on est dans un métier sinistré qui a une image désastreuse où les salariés deviennent à contre-cœur parce qu'effectivement ils seront exploités, ils ont le moment de faire des choses extrêmement qualitatives, brillantes, stressantes, etc. pour un salaire qui est proche du SMIC. Bon. Donc,
mon point de vue était qu'il fallait travailler sur une convention collective différente, qui soit plus valorisante et qui établisse les bases d'une juste rémunération de ces professions, qui seraient les conditions justement d'une reconnaissance, du fait que les gens auraient envie de venir y travailler. On a dit on va faire un label, ce sera un moyen de dire, on va afficher le fait qu'on est très vertueux et que ça marche très bien les demain matin. J'ai dit en fait c'est éviter par manque de courage de poser les vraies questions. Et la vraie question c'est est-ce qu'on a ou non les moyens de traiter la mission qui nous est confiée correctement? Pourquoi est-ce que les donneurs d'ordre, qui peut-être sont des femmes dans la salle, qui est donneur d'ordre dans la salle? Il y a un seul donneur d'ordre. Très bien. Donc vous êtes tous des prestataires. Qui est prestataire dans la salle? Et les autres, ils sont quoi? Alors, je suis curieux. Très bien. Moi, je pense que on a mis la charrue et les bœufs dans le mauvais sens. Il fallait d'abord dire dans quelles conditions on pourrait bien travailler. La plupart des donneurs d'ordre, 6 ans plus tard, continuent à rechercher chez un prestataire une économie. Quand on sous-traite un service juridique, quand on sous-traite un service comptable, quand on sous-traite des SS2I, ces prestations, c'est parce que ce prestataire en sait plus que soi-même. Quand on sous-traite un centre d'appel, on a très longtemps et très souvent, et encore aujourd'hui quasiment constamment, le sentiment de savoir autant, voire plus que le prestataire, et donc on s'autorise l'idée d'aller regarder par-dessus son épaule, voire davantage, l'écouter à son insu, pour savoir comment ça fonctionne et s'il fait bien comme je lui ai dit qu'il fallait faire. Donc on est dans un métier qui, 30 ans plus tard, ça fait 30 ans que je le pratique, on n'a pas bougé d'un mètre dans sa reconnaissance, c'est-à-dire que les donneurs d'ordre se sentent tout à fait habilités à juger jour par jour, heure par heure, si on fait le travail comme on nous a dit de le faire. Or, je pense qu'on est parfaitement capable et à même de faire le travail mieux que le donneur d'ordre, puisque c'est notre métier depuis très longtemps, et qu'on est outillés comme ils ne le sont pas, on passe du temps en recherche des donneurs de temps, etc. On a fait un label pour éviter de dire les choses, pour éviter d'aller dialoguer réellement sur des bases peut-être de confrontation avec le donneur d'ordre, pour dire qu'on ne peut pas continuer à travailler avec des équipes au SMIC si vous voulez avoir des gens qui portent votre image, qui valorisent votre entreprise, qui savent résister au stress, etc. etc. Donc on s'étonne d'avoir du turnover, on n'a pas réglé le problème. Donc j'ai dit, il faut commencer à rétablir et décrire notre métier avec ses actitudes, ses différentes facettes, ses différents niveaux de compétences requis, etc. Et de dire ensemble, la profession, les prestataires, combien ça vaut, au minimum. Après ça, libre à chacun de pratiquer les prix qu'il veut, mais en se situant forcément par rapport à ce référentiel. Bien entendu, on va pas écouter. On a fait un label qui permettait de dire on a un bel écran de fumée et on dit on a le label. Mais après, comment est-ce qu'on a fait ce label? Parce que si on va vraiment faire des choses, le label, pour personne qui pourrait l'avoir, ou quasiment, si on disait une vraie chose, de vraie qualité, parce que s'il y avait de la qualité, ça se saurait. Quand on est consommateur et qu'on est confronté par rapport à la plupart des hotlines ou des services clients, on sait qu'on attend longtemps, qu'on est traité comme un numéro, que le temps fait pression, on a à peine commencé à voir quelqu'un qui attend, il faut déjà raccrocher parce qu'il faut qu'on passe au suivant, etc. Donc on voit bien qu'on est en train de parler de qualité qui est une illusion. Et je pense que c'est pas en continuant comme ça qu'on va améliorer les choses. Moi j'ai dit, ce label, s'il avait dû servir à quelque chose depuis 2003, on aurait un niveau de qualité de service ressenti par le consommateur qui serait là au rendez-vous. Or, on ne peut pas dire que ça se soit amélioré, au contraire. Alors après, l'autre question, c'est des conseillers. Parce que le conseiller clientèle lui-même, quand on dit le label de responsabilité sociale, c'est est-ce que les politiques sociales des entreprises prestataires de services dans ce domaine-là sont des bonnes politiques sociales ou pas des bonnes politiques sociales. Dans les faits, comment ça se passe? On remplit un questionnaire, 139 questions, on va soumettre à Airstadium, qui vient envoyer pendant une demi-journée un junior qui va regarder comment ça se passe, et après ça, on a 11 de nos concurrents qui vont regarder toutes nos données, après qu'on ait payé 15 000 euros, pour nous dire ce qui nous donne le label. C'est hors de prix, c'est complètement opaque, on ne sait pas comment sont pondérées les 139 questions, on ne sait pas qui décide comment et pourquoi, etc. Moi je me refuse à faire comme ça. Alors est-ce que je suis soupçonné de ne pas faire de la qualité? Au contraire, l'ETEC a été depuis toujours
reconnu comme un prestataire, qui fait beaucoup de qualité, et on se fait auditer par des gens qui ont le métier, qui sont des tiers de confiance, qui sont réellement impartiaux, parce qu'eux ne sont pas jugés partis, et qui nous mettent régulièrement des notes situées entre 18 et 20 à chaque fois. En matière de certification, je suis d'accord pour la norme ISO, qui valide des process qu'on a décidé de faire valider. C'est pas parfait, mais c'est-à-dire au moins qu'on a quelques process qui sont validés. Nous, on a fait partie de se faire certifier avec nos clients. Donc quand on a des clients dans le transport qui veulent certifier pour la norme PIC, qui est une norme de qualité dans le transport, on est certifié PIC. Donc on est avec quelqu'un qui va être CALICERT, on sera certifié CALICERT. Quand on est ISO, on est certifié ISO. On a à chaque fois, on a été soumis à ça et été certifié. Donc ça veut dire que les clients qui sont nos clients, qui sont des grands donneurs d'ordre, ils n'ont pas besoin d'un label auto-attribué par des gens qui ont décidé de se donner pour arriver à juger de notre qualité. Alors, là, vous avez principalement parlé de ce qu'on appelle la MRS, donc de la responsabilité sociale. Maintenant, l'idée aussi, alors, on est tous d'accord pour dire, je pense que d'avoir des collaborateurs qui travaillent dans de bonnes conditions de travail, ça participe à la qualité qu'on va fournir à nos clients. Maintenant, il existe d'autres choses, d'autres labels, d'autres normes, et le vrai sens de notre débat aussi, c'est de se dire, est-ce que pour le consommateur final, c'est-à-dire que pour le client finalement Weekend Desk, derrière, c'est qu'il y a une garantie ou pas, est-ce qu'il va s'y retrouver s'il fait appel à une entreprise qui est labellisée, qui est certifiée, ou qui a un score de valorisation comme numéro 1 de la relation client ou élu service client de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Laurent Salanier? Bonsoir, moi je suis Laurent Salanier, je suis directeur général de Weekend Desk. Juste pour situer Weekend Desk, nous sommes une agence de voyage en ligne où nous commercialisons des courts séjours, des week-ends à carte thématique, c'est-à-dire hôtel plus activités en France essentiellement. On est aussi présent en Espagne, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas. Alors, la question est, bon, quel est l'intérêt? Moi, j'ai en fait deux expériences, parce qu'avant d'être chez Weekend Desk, j'étais directeur marketing et relations chez Avis, la location de voiture. On a été le premier loueur de voiture à gagner notamment le prix, on s'est investi beaucoup sur le prix service client de l'année. Et on a été le premier loueur à le gagner. On a d'ailleurs gagné 2 années d'affilée. J'ai quitté Avis depuis, j'espère qu'ils vont gagner cette année. Mais pour nous, c'était une démarche importante. Et d'ailleurs, nous, à ce titre, moi je considère que c'est une démarche intéressante pour nous. Et d'ailleurs, on l'a reproduit chez Weekend Desk aujourd'hui dans le cadre des agences de voyage en ligne. Alors, l'impact client, il y a plusieurs éléments. Il y a l'impact client sur le fait de l'amélioration du process. Je pense que la question qui est bien tout à fait ça, c'est plutôt quelle est la perception du client, je dirais, par rapport à ces processus-là. Moi, je viens d'un monde qui est le monde du travel, du tourisme, dans lequel, et on peut le voir notamment là, avec les problématiques qu'il peut y avoir sur tout le monde autour dans cette salle a une expérience de la location de voiture certainement, de l'avion encore plus, catastrophique, où on se dit c'était absolument lamentable. Voilà, je crois qu'il sourit, c'est la vie, je suis allé. Et quelque part dans le cadre, et aussi en tourisme, quand on voit les problèmes qu'il y a eu au Maroc, on voit bien que c'est des sujets qui sont assez sensibles parce que le consommateur se retrouve sur le terrain, enfin loin de chez lui, avec un prestataire qu'il a envoyé, ou alors il se retrouve avec une voiture en face de quelque part. Et quelque part, c'est important qu'il se sente pour les moments à passer en boisson pour lui, sans qu'il y ait un lien de confiance en face de lui. Et nous, on a voulu se différencier Avis à ce moment-là, j'étais le premier à faire ça, parce qu'on s'est dit, aujourd'hui, la norme dans la location de voiture, c'est le prix, le prix, le prix, le prix. Un des points d'angoisse client, c'est le fait de payer parce que faire un paquet, il y a des surcharges de tous les côtés. Je vais même pas savoir la fin de journée si jamais il arrive quoi que ce soit. Et pour nous, c'était important de donner un signe de réassurance très fort sur nos autres. D'ailleurs, dans les agences de voyage en ligne, je suis une nouvelle frontière qui a gagné, il me semble, cette année. Je dois faire la petite pause, mais ils l'ont mis directement sur leur site parce que c'est un élément de réassurance très fort. Et c'est un élément de réassurance d'autant plus fort que notamment après avec le voyage en ligne, parce que quand vous êtes en ligne, vous êtes de moins en moins d'interlocuteurs physiques, soit au téléphone derrière. Et donc ces labels-là, nous on a très difficile de faire des analyses de transformation, mais c'est des éléments que je pense qui sont importants au moment de faire les transformations pour vraiment
aider à débloquer tous les petits points qui a débloqué le client. Voilà. Donc c'est un point important, et on reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est aussi un point d'importance, je dirais, en termes de démarche de génération continue, comme on parlait tout à l'heure dans l'organisation, et aussi l'implication, je dirais, du top management. Et c'est vraiment là-dedans, après, c'est sur concrètement, non seulement en termes d'image, mais aussi en termes de progrès, donc ça a vraiment ce point d'importance. Merci. Anne Lévesque, vous qui travaillez avec des handicapés dans une entreprise de travail adapté, comment ça se traduit et qu'est-ce que vous pouvez amener aux consommateurs justement grâce à ça? Pour nous, l'enjeu, en fait, chez Ambico, c'était effectivement de démontrer, de mettre en place un système dans lequel on pouvait démontrer qu'on alliait le handicap, la performance et la qualité. Et à ce titre, on s'est engagé dans une démarche de certification et de 9001. L'idée, c'était pas de construire des magasins, il n'y avait pas besoin d'en avoir, mais vraiment d'acquérir des pratiques références sur ce marché, par la client, en disant si on a des process un peu différents sur un certain nombre de thèmes, notamment évidemment le recrutement, l'intégration, on va utiliser un peu de manière différente. Après, sur les process métiers, justement garant de la qualité produit pour le client final, et qui était garante aussi du fait qu'on fournissait à nos donneurs d'ordre en termes de développement de l'activité, c'était important. Voilà pourquoi on s'est engagé sur cette certification. Et puis ça nous a permis aussi de valoriser justement le travail des collaborateurs en disant à un moment donné on recrute des personnes, donc on a un rôle d'insertion, puisque le statut d'entreprise adapté définit que 80% de notre effectif de production doit être constitué de personnes en situation de handicap. On intègre souvent, elles ont eu des parcours assez atypiques et pas d'expérience de la relation client, et nous, une fois qu'on a validé dans le process de recrutement les critères qui nous semblent importants à la réalisation de ce métier, à nous mettre en place justement les process d'intégration et de formation qui les amènent à atteindre des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs, je dirais demandés par les donneurs d'ordre. Et donc ce projet aussi de certification de citoyen, ça nous a permis de tourner l'entreprise vers un objectif de qualité et de reconnaissance du travail qui est fourni par chacun des collaborateurs, en sachant que le handicap rend souvent les personnes plus fragiles et elles ont souvent un sentiment que ce qu'elles font peut être moins bien que ce qui est fait ailleurs. Et donc le rôle là aussi, c'était de rassurer et de valoriser aussi bien en direction de nos clients, mais aussi vraiment à l'intérieur de l'entreprise pour rassurer et valoriser le travail qui est fait par les collaborateurs. Au niveau de l'interne, ça a permis énormément de valoriser le métier. C'est un métier qui souvent, en fait, en tout cas pour nous Carrefour, décrocher le téléphone, c'est prendre le téléphone, simplement il part toujours, alors que, en tout cas pour nous, ça a permis vraiment de valoriser l'ensemble de nos collaborateurs, parce que Carrefour Commerce, c'est la relation client, ça se fait d'abord en magasin, que la relation client via téléphone, mail ou autre, c'est pas encore quelque chose de culturel. Donc il était important en tout cas pour nous de valoriser l'ensemble de nos collaborateurs qui a cette démarche de certification. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, et je vais juste rajouter un point, c'est que souvent dans le service client, on analyse le service client par la qualité de service, et qu'on passe en dessous de 95, 90, ça dépend. C'est des indicateurs qui sont négatifs, des indicateurs de temps, d'appel, de prise de call, etc. Et c'est un des seuls indicateurs où on peut parler du service client d'un point de vue positif. Et ça, rien que pour ça, d'un point de vue humain, c'est quand même assez intéressant. On organise aussi des visites internes des deux centres d'appel pour montrer quel est notre savoir-faire. Et normalement, ça suscite de l'intérêt et on reprend quelques idées. Je prends juste un exemple maintenant, dans les magasins Carrefour, ils ont créé une espèce de norme en interne sur les bonnes pratiques. Avant, n'existait pas. Donc vraiment, ça suscite en tout cas des idées. Alors depuis tout à l'heure, on parle de normes et de labels, peut-être qui étaient plus médiatisés que d'autres vis-à-vis du grand public. Si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques années, on était beaucoup sur la norme NF Service, souvent pour des grands opérateurs comme Bouygues Télécom, par exemple, communiquaient à grand renfort de publicité, d'achat des
face sur le fait qu'ils étaient labellisés. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils communiquent plutôt sur des signes distinctifs de valorisation. Eux, c'est numéro 1 de la relation client. Vous allez avoir d'autres qui communiquent sur la service externalisé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plutôt l'un en avant que l'autre? Et qu'est-ce que ça apporte pour le consommateur au final? Pourquoi on le fait? Je vais peut-être essayer d'apporter un petit peu de réponse. Alors je vais juste dire aussi, parce que j'ai oublié de le dire en introduction, j'ai un avion à 18h. Je suis obligé de partir à 16h30 précise et je m'excuse auprès de ceux qui avaient éventuellement des questions à poser. Désolé, je suis joignable après la conférence. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, je rejoins Emmanuel, que ce soit le LRS, ISO, le plan final, excusez-moi l'expression, ils en font royalement. La norme NF, on a essayé de communiquer dessus, d'en faire un outil de com. Et je pense qu'effectivement, on est un peu passé à côté, parce que là aussi, le client, quelque part, ce qu'il attend, c'est quelqu'un qui répond au téléphone, quelqu'un qui répond au téléphone dans des délais raisonnables, qui répond correctement à sa question, qui va avoir une formule de podcast à la fin. Là aussi, quelque chose de valoriser la norme NF sur une page de pub, c'est un peu passé. En revanche, nous, c'est vraiment très utile dans les échanges qu'on a avec nos clients, nos donneurs d'ordre, parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne connaissent pas ce référentiel et qui vont se rapprocher à ce référentiel dans un premier niveau de mise en place d'un service client quand il démarre, de croissance d'activité. Donc ça reste important, encore une fois, être dans une logique de non-communication ou dans une logique de communication vers l'interne. Parce que je rejoins exactement ce qu'on disait, Emmanuel qui disait que le LRS, la façon de l'obtenir n'est peut-être pas idéale. Maintenant, quand une société obtient le LRS, en interne, il y a un vrai sentiment de reconnaissance et de fierté également. C'est pareil de la norme NF, c'est pareil de la certification ISO. Nous, on fait l'effort via l'interne de d'une part renouveler ces normes, d'essayer d'appliquer les recommandations qui sont suite à ces normes. Donc c'est un vrai outil de management interne. Et ensuite de reconnaître, de valoriser le travail qui a été fait, soit par les fonctions support, soit par les salariés eux-mêmes. Et évidemment, les salariés sont les principaux contributeurs des efforts à produire. Donc je dirais que ça c'est positif, mais c'est pas comme interne. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup plus d'efforts des marques et des donneurs d'ordre et de se distinguer autrement par ces référentiels-là en allant vers des contrôles type numéro 1 de la relation client, du service client d'année, parce que là il y a une logique également de marketing, clairement, de valoriser les efforts produits. Enfin j'ai envie de dire aussi quelque part si on arrive à communiquer une page de pub sur TF1 en parlant de ça, c'est que là je rejoins aussi Emmanuel, c'est que les clients l'attendent vraiment. Alors, encore une fois, toutes ces normes sont probablement au niveau, ça va plutôt dans le bon sens. Peut-être que certains concours, on commence à avoir à rehausser le niveau aussi. Mais, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le client est en attente au point vraiment d'être demandeur et j'espère qu'on arrivera à un nouveau champ supplémentaire dans les années à venir. Moi, j'ai un avis très différent là-dessus, vous en doutez. Je pense qu'il faut quand même qu'on s'interroge pourquoi est-ce que dans ce métier-là, pas du tout dans les autres, on a besoin de normes, de labels, de prix, de ceci, cela, un nouveau tous les matins, etc. On n'aurait pas besoin d'autant de labels, autant de prix numéro 1 de ceci et numéro 2, etc. s'il n'y avait pas un vrai sujet là-dedans. Je pense qu'il y a un vrai sujet parce que il y a une hérésie, l'initiative à l'origine au niveau mondial de ce métier, qui est qu'on a industrialisé pour des raisons d'économie, de rationalisation, un principe qui sont insensés, qui est la relation humaine. La relation, on est en train de parler avec des clients, des consommateurs, on est à leur service, et on est quand même dans un système où on va industrialiser quelque chose qui ne devrait jamais l'être. On est en train de dire, voilà mon client qui est mon ami qui me fait vivre, vous avez 1 minute 40 pour vous exprimer, parce qu'après il faut que je passe au suivant. Donc déjà, rien que ça, à cette base-là, quand on dit, regardez le vocabulaire que l'on emploie depuis toujours dans ce métier, c'est insensé. On dit la production pour des gens qui répondent à des clients pour leur rendre service. Je pense que le conseiller clientèle n'a pas envie qu'on l'appelle le téléconseiller, le téléacteur, il a envie d'être conseiller. Et je pense que d'appeler télé quelque chose, c'est déjà quelque chose de péjoratif. La clé de ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'on a industrialisé massivement pour faire des économies conséquentes, et en particulier le marché des télécoms, qui est le grand responsable de cette affaire, puisque c'est 60% au niveau mondial de ses besoins, et qu'ils étaient en phase d'acquisition par le marché avec des produits complexes, donc générant beaucoup de demandes, en n'ayant pas envie de créer des guichets partout dans le monde entier. Donc les plateformes de renseignement ont été des usines à traiter du contact.
c'est pas très étonnant que sur ces bases-là, avec des ouvriers du service, on ait des difficultés quand on leur demande de faire du qualitatif, de porter l'image. Alors après ça, dire j'attends de la qualité, je vais faire des prix, etc., c'est insensé, moi je trouve que c'est très décevant. C'est-à-dire qu'on a trouvé que ça pour arriver à valoriser le travail de collaborateurs. Quand j'ai des comptables dans mon service comptabilité, je n'ai pas besoin d'être le numéro 1 de la comptabilité mondiale pour arriver à reconnaître la qualité de leur travail. Si je suis obligé d'aller rechercher une reconnaissance extérieure pour dire à mes collaborateurs qui sont à côté de moi qu'ils ont bien travaillé, ça veut dire que j'ai un vrai déficit de management. Alors, moi, je vais aller un peu entre vous pour une fois, pour deux raisons. La première, c'est qu'en termes de cible, c'est pas la relation client qui les a inventés. Les premiers, c'est la grande distribution. On est les produits de l'année, c'était à peu près il y a 25 ans. Et là, pour le coup, c'est sur l'alimentaire, c'est sur l'épicerie des péages. Et on voit qu'on a été bien servi au niveau alimentaire depuis 10 ans. Oui, les produits de l'année, c'est plutôt l'épicerie des péages. Vous allez avoir les saveurs de l'année sur le goût et les saveurs. Vous allez avoir les docteurs de la beauté sur tout ce qui est cosmétique. Et finalement, chaque secteur a ses prix ou a ses repères pour le consommateur final. Et c'est peut-être aussi des repères qui soient simples, qui ne soient pas forcément on décroche en demi-minute, on décroche. Et voilà, grosso modo, est-ce que j'ai une bonne réponse? Ça, c'est difficile de le mettre dans une norme. Est-ce que j'ai une bonne réponse? Est-ce que finalement j'ai une empathie? Pareil, l'empathie à mettre dans une norme, c'est pas facile. Je mets dans la norme, peut-être qu'il n'y a aucun sens. Non, c'est parce que on parle de reformulation. Vous prenez la nouvelle la norme européenne, par exemple, elle a suivi la reformulation. Et finalement, ça va dans le sens où aujourd'hui, sur une demande simple, on disait systématiquement avant, il faut reformuler. Donc votre client vous disait, je veux changer d'adresse, je déménage. Vous avez déménagé, c'est bien compris. Finalement, c'était ça qu'on lui demandait. C'est vrai que ça faisait un peu redit, un petit peu machine automatisée. Alors maintenant qu'aujourd'hui, la norme européenne, plutôt ce qu'on va noter, c'est le fait qu'on ait bien compris le besoin du client. Je pense que tout n'est pas parfait, vous avez raison. Je pense que même ça tend à s'améliorer, aller dans le bon sens, et plutôt aller dans le sens du bénéfice consommateur. Alors moi, ce que je vous propose, parce que je connais pas mal de monde, c'est de leur donner la parole et que vous interroge, et qu'ils fassent part de leurs expériences. Est-ce que vous aussi, on sait quoi réagir à ce que vous savez faire? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions là-bas? Vous avez les différents spécialistes sur comprendre ça dans industrialisé dans le vote, quasiment alimenté par exemple. Maintenant, et moi j'avais un collaborateur chez Atis où on avait 60 personnes, on avait 100 pour un festival pour accueillir des clients pour les réserver dans cette santé que c'est important sur des produits qui sont assez complexes. Et en fait, nous voulons apporter la qualité de service aux clients. Si on n'arrivait pas à processer certains produits, on avait parlé d'avant. Je pense que le problème essentiel, c'est essentiellement la façon de regarder notre ligne de coût en tant que directeur général. Moi, je le vois, la première chose que ça arrivait dans le cabinet, on a dit, le service client, de toute façon, c'est 1,17% de chiffre d'affaires, ça ne doit pas dépasser jusqu'à cette communication. Aujourd'hui, il est 1,7, voire à 37 effets. On a renversé la chose, notamment avec Cosel, on a une façon de travailler extrêmement compliquée, c'est-à-dire qu'on essaie pas de réfléchir à comment est-ce que je gère ces opérateurs et d'un point de vue de la qualité de service de notre modèle, et j'ajuste au contraire ça en fonction des besoins effectivement de leur réponse, tout en ayant une démarche qualité pour s'assurer que j'en parle pas bien sûr trop longtemps, dans les bonnes productivités, je pense que c'est pas incompatible. Et dernier point, je pense que le fait d'avoir des labels et de pouvoir mettre des entreprises en France sur des choses, sur des indicateurs, notamment dans la location de voiture, et je disais ça la dernière fois que Atis on avait gagné, on sait que Eurocard du coup, c'est très hyper intuitif sur le sujet, c'est-à-dire ça. Donc quelque part, ça a une valeur vertueuse, dans le sens où ça remet la relation client au centre de gestion, alors que c'est moi je la vois d'une autre manière. C'est vrai, ça serait vrai si vous avez constaté l'amélioration. Or, on est toujours avec des gens qui sont payés aussi. Je veux dire, j'ai un scoop à vous annoncer. On a un label à traitement qui ne me convient pas. Ce que je fais, je suis en train de travailler à entrer à nous. Et cet autre label, il aura 3 virgules. Un, il va coûter 15 000 euros ou 20 000 euros, il va coûter quelques centaines d'euros, parce que ce sera un vote électronique. Et vous allez avoir de ça les salariés qui vont voter. Là aujourd'hui, ce ne sera pas des déclaratifs avec des chefs d'entreprise qui vont dire je réponds sur nombre de questions, dont les 3 quarts sont des questions qui viendraient à poser respectivement la législation. Bon, je ne crois pas pourquoi on est obligé de poser des questions pour savoir si je respecte la législation. Il y a des partenaires sociaux pour ça et des inspecteurs du travail. Donc là, on va poser la question aux salariés, on va dire à travers une vingtaine de questions, vous allez voter
écouter et vous allez dire, c'est vous qui allez dire si votre entreprise a une vraie politique sociale ou est-ce qu'elle n'en a pas. Et là, on va voir qui est-ce qui était en train de se payer de lui. Alors, on va vous passer la parole. Je crois qu'il y avait une première question au centre. Sur le côté de bonne pratique et le côté pointage des choses, on va parler à la fois de la service, de la classe de Saint-Pantou. Pour l'instant, les évolutions sur la classe de Saint-Pantou, on a parlé un petit peu des indicateurs publics. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment. On n'entend rien du tout. Non, mais c'est pas ça, les On dit au parleur, c'est un peu dans le sens. Le retard, c'est mieux. J'aimerais savoir sur les indicateurs de performance, parce qu'on n'a pas besoin d'évoquer ce point-là, comment vous les avez mis en œuvre. Finalement, en fait, comment vous avez géré le changement lors de la mise en place de normes, ou autres, à travers vos propres collaborateurs. Justement, vous pouvez dénoncer parce que Mignon, je pense que ces points-là, on les retrouve en normes. C'est comment vous les avez mis en œuvre à travers des enquêtes que vous pouvez faire régulièrement. Est-ce que c'est une analyse de qualité? Est-ce que c'est un pilotage de qualité au quotidien, à la semaine, par les superviseurs? C'est ce que j'aimerais Alors, moi, ce que je peux vous répondre, c'est que ce que j'ai fait jusqu'à présent, je suis loin de considérer que c'est de mieux que ce qu'on devait faire. On a une problématique vis-à-vis des normes et des labels, c'est qu'en tant que prestataire, on réalise une prestation dans des conditions qui nous sont prescrites par un donneur d'ordre. Et d'un donneur d'ordre à l'autre, il y aura forcément un impact énorme en fonction de moyens, de cadences, de conditions financières, etc., dans le résultat qu'on va produire. Donc déjà, on est assez vraiment sous contrainte et on ne fait pas vraiment exactement ce qu'on veut dans ce contexte-là. Mais néanmoins, moi, ma conviction, c'est ce que je dis à tous les donneurs d'ordre qui ont des plateformes internes, par exemple, il faut qu'on arrive à s'habituer à l'idée qu'on ne réussira bien en lâchant prise. C'est-à-dire en arrêtant le contrôle permanent de l'activité de nos collaborateurs. Il faut qu'on arrête de les écouter, de les encadrer, de mesurer leur temps de parole, etc. Il faut qu'on supprime tout ça, c'est la condition pour produire la qualité. Il faut se demander pourquoi les experts comptables, on les laisse travailler, les commerciaux, on les laisse travailler, les ouvriers sur un chantier, on les laisse travailler, et pourquoi nous, on est avec nos collaborateurs en train de les enregistrer, de les contrôler, de les minuter, comme s'ils avaient 5 ans et demi. Quand vous infantilisez des gens et vous les déresponsabilisez, vous ne pouvez pas du tout vous attendre à ce qu'ils vous produisent de la qualité. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on continuera à produire une espèce de niveau moyen, médiocre de qualité de service, parce que c'est une honte dans ce métier. On arrive à trouver dans les cahiers des charges des choses qui s'appellent qualité de service pour mesurer deux pauvres indicateurs, c'est de dire à quelle vitesse je décroche et combien de temps je parle. Ça, si c'est avec ça qu'on espère définir la qualité, on se trompe complètement. Justement, on parle encore des indicateurs de performance, de l'auto-évaluation qu'on peut avoir en fait, de collaborateurs, la montée en compétences dans l'expérience. Comment vous avez mis ça en œuvre? Écoutez, on a fait des choses, on est audité par nos clients, malheureusement on ne peut pas les en empêcher. Donc on a des clients qui nous envoient des gens comme Canimétrie, qui vont juger non pas la manière dont on a fait, mais le résultat qu'on a produit. Ils vont le mesurer comment? C'est la capacité à répondre de manière aimable, de manière compétente, de manière efficace, en première intention, à des attentes parfois complexes de consommateurs qui ne sont pas des gens avertis. Bon. Moi je pense qu'on va de plus en plus vers ça. Alors la manière dont on produit ça, c'est par la qualité d'un recrutement, la qualité d'une formation, la qualité d'une animation et le temps et les moyens qu'on va mettre dans une formation continue. On dépense 10% de notre masse salariale en formation continue sur le métier propre de nos conseillers, qui ne sont pas les compétences métiers de nos clients, c'est autre chose, c'est la compétence à gérer des interactions interpersonnelles à distance.
Alors Mathieu Boin, vous, chez Webel, vous défendez pas mal le NPS aussi. C'est peut-être un indicateur qui peut vous intéresser là-dessus. C'est-à-dire le coût de recommandation pour pouvoir avoir vos clients derrière. Et justement, on va peut-être rentrer plus justement sur de la qualité perçue du sentiment que sur du quantique. Effectivement, on a, et là je rejoins parfaitement le bas de page entre QS et le client final, on peut sentir des indicateurs qui sont complètement du quantitatif, qui sont ce qu'on appelle la satisfaction client perçue. Le NPS était souvent un des items de la satisfaction client perçue, donc sa capacité à être promoteur ou pas ou détracteur de la marque à la suite de contact avec le client. Donc ce qu'on valorise très fortement aujourd'hui dans nos contrats de service, c'est cette dimension-là. Je rejoins Emmanuel, on a soit des appels mystères qui nous permettent de valider la bonne qualité de l'interaction. Et évidemment, on déploie sur la plupart de nos activités des systèmes de satellites qui sont en fait la génération soit d'un mail, soit d'un SMS, soit via un serveur vocal, permettant de juger en direct par le client final lui-même de la qualité ressentie. Et ça, c'est des choses qu'on essaye d'une part de mettre en place dès le démarrage de la prestation, et d'autre part de mettre un initiative, et je vais être très clair, il faut plus beaucoup plus actuel, à la hausse ou à la baisse, la capacité qu'on a à porter cet indicateur vers le haut. Le deuxième indicateur dès lors qu'on est dans une activité commerciale, c'est bien évidemment une notion de capacité à générer de la valeur commerciale, donc un chiffre d'affaires, de l'upsell sur le tourisme et le taux de transformation, donc le moyen de transformation de son chiffre d'affaires. Troisième indicateur qu'on suit, qui est la sorte de données purement quantitatives, c'est ce qu'on appelle le one shot done dans les télécoms, ou le taux de réitération d'appel. Ils sont très complexes à suivre parce qu'on ne sait pas si un mail ne va pas générer un appel va générer un mail, voire demain un mail mal traité va générer un post sur Facebook. Et là, clairement, l'objectif, c'est de s'assurer qu'on a correctement traité la question du client en un appel au client en contact. Donc ces trois dimensions-là, aujourd'hui, sont devenues prépondérantes dans la façon dont on pilote nos activités. Et effectivement, tout ce qui se passe en amont peuvent être des contrôles qualité sur le terrain, peuvent être des quiz d'e-learning au niveau des salariés pour s'assurer qu'ils font un bon niveau de connaissance. Ne sont encore une fois que les moyens, et ce n'est pas une finalité. Mais on en a bien aujourd'hui la nécessité de ces moyens-là. Parce que, quelque part, on va suivre ces indicateurs finaux que je viens de lister, mais ça ne suffira pas parce que ça, je rejoins Manuel dans un monde idéal, si le salarié parmi N était capable tout seul de savoir comment s'améliorer, s'il n'y avait pas de moyens pédagogiques, s'il n'y avait pas des logiques de contrôle, effectivement via de l'écoute plateau ou à distance, s'il n'y avait pas de logique aussi, parce que beaucoup d'étalonnage avec nos clients, parce qu'on n'a pas de préconçu, savoir si un appel est bon ou mauvais. On peut avoir le sentiment qu'il est bon, mais avoir un donneur qui nous dit de rigoler ou pas, mais rien compris. Donc ce qu'on fait aussi de manière systématique sur notre plateforme, et plutôt je dirais à travers notre équipe à Paris, c'est de valider avec nos clients finaux à travers vraiment des étalonnages, si on est, je dirais, en accord sur la façon dont on évalue le produit fini qui est l'appel. On ne se contente pas effectivement de données quantitatives, on discute ensemble, on fait pas mal de brainstorming de avec nos agents, de charger de clientèle, avec des téléconseillers qui voulaient, mais on discute avec eux, on leur demande c'est quoi ce qui t'intéresserait demain pour mieux répondre aux clients en termes de process, en termes d'outils, en termes de discours, et c'est des choses qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. D'accord, et quand on a un plus petit prestataire comme Handicall avec une population plus peut-être différente, comment est-ce qu'on gère justement ces indicateurs? Il ne faut pas casser un deuxième micro. Chez Handicall, c'est vrai qu'on est aussi un peu de la manière, on fonctionne évidemment par de l'écoute terrain, de l'accompagnement avec un encadrement de discuter, qui va donner des clés aux conseillers pour s'appliquer en place de la formation. On fonctionne aussi par des évaluations, des enquêtes en fait de satisfaction qui sont adressées directement au client final, qui a eu une interaction avec le centre et qui est rappelé dans les 48 heures pour savoir si en fait, on a eu le satisfait ou ne satisfait pas. Et puis aussi avec des écoutes clients, effectivement, avec le calibrage, pour voir si on évalue bien les mêmes critères et qu'est-ce qui fait qu'on est sur un bon entretien ou on n'est pas sur un bon entretien, avec différents aspects. Il y a les aspects traitement de process, et puis il y a les aspects de savoir-être aussi de la personne, de comment on traite, comment on écoute le client. Et puis pour aller un petit peu aussi à la base de ce que vous disiez Emmanuel tout à l'heure sur le fait que effectivement dans les télécoms on a été beaucoup sur de la conquête, il fallait aller très vite, etc. Donc la DFT, comme on est sur une activité, par exemple les questionnaires sur une activité de recouvrement, activité sur laquelle on fait de plus en
compétences de gens qui viennent d'arriver, qui ne sont pas des professionnels. Ceux-là, effectivement, il faut les accompagner et les outils d'assistance, d'écoute, de progrès, comme tout apprenti qui arrive dans un métier, on l'accompagne, on l'assiste, on le forme, on le réunit, etc. Après, il y a la deuxième phase où la personne est supposée connaître son métier. Et là, je ne vois pas pourquoi dans notre métier, il faut continuer à faire la même chose que s'il était débutant. On lui fait confiance, on fait confiance à tous vos si vous ne travaillez pas dans les call centers, vous êtes probablement dans un métier où on vous fait confiance et vous faites votre métier sans qu'on soit en train de regarder par-dessus votre épaule. Il faut savoir que quand on travaille dans un call center, même si ça fait 10 ans qu'on y est, on continue à vous encadrer, vous écouter, vous assister, etc. Je suis d'accord, mais nous, par exemple, si on est sur la communauté des gens quand j'ai un très bon vendeur, je ne vais pas l'écouter 3 fois dans la semaine parce que je sais qu'il est très bon. Effectivement, celui-là, quelque part, je ne peux pas passer tout le temps à l'écouter. Par contre, quelqu'un qui sent de l'écouter, qui le rend jour, il ne va pas faire de vente, effectivement, là, on va l'écouter pour lui donner des pistes d'améliorer. En fait, que ça ne sert à rien non plus. Sauf que vous dites ça, mais en réalité, on ne sait jamais de vous. Vous n'êtes pas en train de dire deux catégories, ceux qui savent et que j'écoute plus, et ceux qui ne savent pas ce qui vient d'arriver que j'écoute. C'est que sous prétexte d'un certain qu'il faudrait continuer à épauler parce qu'il vient d'arriver, on continue d'écouter tout le monde, de sortir des grilles d'écoute. Oui, on sort des grilles d'écoute, on sort des grilles d'analyse, on sort des ratios, du temps moyen, de temps de parole, mensuel, hebdomadaire, etc. On va juste repartir un petit peu quand même sur l'objectif de la conférence, qui est qu'est-ce qu'on apporte aux consommateurs derrière. Alors, je crois qu'il y a Richard Aziz avec quelque chose justement à nous dire du côté donneur d'or. D'accord, pardon. Alors, quelles sont vos autres questions sur ce sujet? Ah, au fond de la salle, pardon. Désolée d'être un petit peu loin. Bonjour, c'est de la lieu ITTGD, filiale SNCF. Je me permettais juste de dire que je ne suis pas d'accord avec vous sur la partie qualité en termes de donneur d'or parce que je pense que nos relations va se coproduire. Et en étant aujourd'hui responsable process qualité service, je ne conçois pas de construire avec le prestataire, très clairement. Sachant que l'idée de l'ITTGD, c'est qu'on a essentiel, vous ne concevez pas de co-construire. Et c'est pas la. Voilà. Et sachant qu'en plus la décision a été de 100% externalisée et donc il n'y a aucune internalisation de la relation client. Je voudrais juste dire aujourd'hui que ce soit en B2B ou en B2C, on a un problème vis-à-vis des clients qui est la méfiance. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'en ai entendu parler toute la journée, on leur a promis des choses aux clients qu'on n'a pas su forcément tenir en RC, très clairement, même si aujourd'hui on se donne un maximum de moyens pour les atteindre. Et si vous voulez, je pense que quand même tout ce qui est normalisation, certification, même si c'est un peu du temps, parce que des fois on voit pour une certification tout le monde de l'entreprise qui va vite se précipiter pour être vite qualifié parce que c'est pas forcément le paquet, ça on le sait. Ça reste quand même des éléments qui rendent un minimum de confiance vis-à-vis des clients. Ma question c'est, il y a du pour, il y a du contre sur les applications, mais dans ce cas-là, quel serait le moyen pour le consommateur, quelle que soit la relation de fonction, en dehors de ces labels pour vous donner confiance? Malheureusement, je pense que la confiance, c'est un indicateur à deux positions. On a la position 100 et la position 0. C'est difficile d'avoir un petit peu confiance. Et je crois que quand on a détruit la confiance, on va longtemps porter cette croix avant de la reconstituer. C'est pour ça que les choix que les entreprises vont faire sur les marginaux que sont les call centers par rapport à l'ensemble de leurs coûts commerciaux en général, ce sont des destructions de valeur très difficiles à reconstituer. Moi, je pense que l'économie sur le centre d'appel, c'est probablement le dernier endroit où il faudrait la chercher. Moi, je milite pour dire que le coût du call center, qui était de 1,17%, si on double le coût du call center, on est passé à 2,34%, on est encore en train de tuer personne. Et je pense que les marques auraient un bénéfice considérable à enfin se donner les moyens de correctement traiter leurs consommateurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve ça d'ailleurs, on n'a pas doublé, on a triplé le. Et je vais même pas dire le coût, on l'a triplé pour justement améliorer ça. Et
temps des heures d'ouverture, etc. Et sur la question comment est-ce qu'on fait, on est dans le même secteur, donc un métier de secteur de service en tourisme. C'est un secteur d'expérience. La location de voiture, il n'y a rien de pire, c'est qu'il suffit d'une nouvelle expérience pour garder la confiance, c'est exactement ce que je dis. La seule façon d'arriver à regagner la confiance, c'est pas une question d'indicateur. Moi, je ne crois pas que les indicateurs vont résoudre ça. En revanche, c'est une question de constance dans la qualité d'exécution. Et c'est pour ça que, notamment tous ces process, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, le fait d'avoir des process extrêmement constants, c'est ce qui va nous permettre de restaurer cette confiance. Même s'il y a un litige, moi je l'ai vu, s'il y a des litiges, il suffit de bien les traiter, de le traiter vite, de le traiter justement avec des grilles qui sont assez précises et qui sont compréhensibles par le client. Je pense que c'est comme ça qu'on va restaurer le litige. Je ne veux pas donner l'impression qu'on n'a pas de process chez Teletech. Pour moi, on a des process, on forme les gens, et comme on leur fait confiance, on a l'impression qu'ils vont les respecter, qu'ils vont les appliquer. C'est tout, on leur fait confiance, voilà. Je pense quand même que la norme permet de professionnaliser. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est professionnel, on a des réponses vis-à-vis du client, on est professionnel devant le client, ça inspire confiance. C'est pour ça que je ne partage pas complètement. Je pense qu'à partir des professionnels, on gagne dans le temps, bien sûr. C'est pour ça que je pense que la démarche de certification elle est intéressante, au-delà de l'obtenir, mais c'est de perdurer dans le temps et d'avoir cette démarche d'amélioration continue et d'impliquer en fait l'ensemble des acteurs du service. Nous, on organise des comités qualité avec des conseillers clientèle, justement pour améliorer nos procédures, parce que c'est eux qui sont face aux clients et des fois ils peuvent nous apporter en tout cas des solutions pour mieux répondre aux clients, pour être encore plus professionnels. Donc, voilà. Et juste, je vais partir dans il reste une minute pour répondre à votre question. Effectivement, la relation partenariale donneur-d'ordre, on va dire, outsourcer est prépondérante, avec un objectif commun qui est d'aller chercher cette notion de qualité et de confiance. Et c'est vrai qu'avec Laurent, qui est arrivé assez récemment, on s'est mis un peu des objectifs communs autour de ça. Donc, pour être très clair, on a des contrats de service qui nous permettent de le faire. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis des situations justement de DMT sur un appel ou on fait en sorte d'avoir une équipe qui soit fidèle et fiable avec une marque en face qui est celle de Weekend Desk, du groupe qui est la marque Weekend Desk. Et on fait en sorte que nos salariés travaillent à l'année pour eux, parce qu'on sait très bien que dans le tourisme, si on s'amuse à essayer de suivre une courbe de saisonnalité qui est de faire x2 au mois de mai, on sera incapable de maintenir cette pérennité à la qualité. Et là-dessus, quelque part, la norme, les normes, le concours qui paye sa mission de l'année ne sont que des contributeurs de cet objectif. Pourquoi? Parce que c'est un aiguillon. C'est ce que je disais tout à l'heure, un référentiel, et comment on a un référentiel commun pour que tout soit suffisant. Et si déjà un minimum on fait ça, et qu'en plus on a un vrai objectif de business en commun, ça couvre, je dirais, à la fois les moyens et le but. Et c'est, je dirais, grâce à ça qu'on arrive à arrêter de discuter de traitement d'appel et de conditions financières qui sont celles de personnes, parce qu'on a changé l'objectif en fait. Et surtout, finalement, par rapport au coût total, le service client, c'est rien. Et nous, on l'a mis même dans notre pool, on l'a mis dans le cadre d'investissement, c'est-à-dire dans le cadre des investissements publicitaires marketing, et en disant, bon, voilà, c'est un autre levier pour garder le client, et de la même manière, j'investis en SIM, en newsletter, en autre, je regarde aussi dans cette client, c'est un levier également. Je dirais que moi, il y a un dernier point que on n'a pas parlé, on a un peu parlé de l'homme, et je pense que par rapport à la question comment est-ce qu'on fait en sorte de vraiment changer, de donner confiance, je pense qu'à la base, ça doit partir du top. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une direction générale ou un président qui est sensibilisé là-dessus et qui a cette vraie sensibilité client, cette envie de respecter le client, je pense que ça ne peut pas se faire à la base. Et on revient sur tous ces problèmes d'indicateurs, de suivi, de considérer ça comme des coûts, et ça doit être porté par le top. Ça, c'est tout. Je peux vous assurer que Laurent passe un appel à minimum une fois par jour sur le call. Alors, au fond de la salle, il y a encore des questions. Tenez, je passe ça. Oui, excusez-moi de revenir sur cette question. Il y a des normes publiques, des labels privés et des concours. Est-ce que quelqu'un pourrait récapituler de façon neutre et sans polémique les labels et les normes et concours existants, il n'y a pas beaucoup, semble-t-il, d'après ce que vous dites, leur prix, sur quoi ils sont basés et combien de temps ça prend. Merci.
Alors, si j'ai bien compris, c'est quels sont les labels, les normes, leur coût, combien de temps ça prend. C'est ça? Si on commence sur ISO, ISO, on peut certifier ISO ce qu'on veut, n'importe quelle partie de son entreprise. C'est l'entreprise qui décide quel périmètre elle souhaite auditer, quels sont les process qu'elle souhaite mettre en place. Donc on peut très bien être ISO sur sa comptabilité, sur son accueil, sur tous les services de l'entreprise. Une norme, c'est plutôt par métier, donc finalement le coût des normes va dépendre. Je vais prendre la taille des entreprises, mais je vais peut-être vous laisser parler sur la norme, en tout cas la norme, tout ce qui est net service, etc. Vous allez mieux connaître sur la relation client. Vous n'êtes pas... Ah, Richard Evry. La norme, ça permet en fait d'avoir en fait une certaine exigence, on va dire minimale, de bonnes pratiques. Le coût, très sincèrement, on n'a pas évalué le coût. C'est pas ce qu'on a regardé. La durée pour en fait, être certifié, c'est un boulot de 24 mois. En amont. Et après, c'est un boulot de tous les jours. Mais de manière volontaire, on n'a pas regardé les coûts parce que on sait qu'il y a... c'était pas l'objectif de dire combien ça coûte. L'objectif, c'était vraiment de professionnaliser, de valoriser en fait les équipes et que le client, derrière ça, il le ressente en ayant un conseiller clientèle qui soit professionnel dans la réponse qu'il lui apporte. Voilà. Ce qu'on peut ajouter peut-être quand même sur l'aspect norme ISO, c'est que c'est l'entreprise qui définit ce qu'elle fait certifier. Donc quand on est prestataire de service, on a nettement intérêt à faire certifier quelque chose qui n'est pas dépendant des donneurs d'ordre qui vont nous donner des missions différentes les unes des autres. Parce que ce qui est important, c'est qu'on réobtient sa norme l'année suivante, ou 2 ans après, quand on a respecté strictement et scrupuleusement les process qu'on a décrits. Si entre-temps on a changé de client et qu'on n'a plus les mêmes process, théoriquement on ne va pas récupérer sa norme. C'est pour ça que vous avez intérêt nettement à faire certifier votre comptabilité, parce que ça au moins ça ne va pas changer. Alors il y a un autre point qu'on a abordé tout à l'heure, c'est donc la LRS. Alors, la LRS, je crois qu'il y en a certains qui y réfléchissent actuellement. Est-ce que vous avez pu évaluer justement le coût et combien de temps ça allait vous prendre? La LRS, jusqu'à présent, je crois qu'il y avait qu'une offre de prix qui était pour être certifiée, à ma connaissance. Et je crois que là, il y a une revue de référentiel pour aussi différencier les offres, souvent qu'on est une PME ou qu'on est un outsourceur de mini-position. Donc on est en attente d'une nouvelle offre. Je ne sais pas dire ce que ça va coûter, mais là, c'est vraiment l'offre, la certification. De la même manière que sur la FNOC, pour le certificat de bien, on a une certification de la FNOC qui va coûter sur 3 ans 7 000 €. Mais ça, c'est uniquement le process de l'audit. Ce n'est pas effectivement du investissement interne, je dirais, pour arriver à la certification. Alors, en dehors de ça, ce qu'on a abordé aussi tout à l'heure, c'était les signes de valorisation. Vous en avez 3 ou 4, je crois, aujourd'hui en relation client. Vous pouvez avoir les pépites d'or, les numéros 1 de la relation client, élu service client de l'année, et j'en vais peut-être en oublier un. Les prix sont en fonction de l'organisation et des tests qui sont mis en place. Certains de ces prix sont organisés sur les opérations de communication. Typiquement, le numéro 1 de la relation client est organisé par TNS Softless by Point. C'est une opération de communication pour eux. C'est l'occasion aussi de rencontrer une centaine de clients. Donc c'est gratuit, ils choisissent le panel d'entreprises qu'ils vont tester en fonction des secteurs d'activité. Ils font une enquête de satisfaction par email, ceux qui sortent avec la meilleure satisfaction par email, les numéros 1 de la relation client sur une certaine période dans sa catégorie. Sur le service client de l'année que je connais mieux, parce que là je ne ferai plus du concurrent, c'est une démarche volontaire des entreprises, c'est un de 5 950 €. C'est 215 tests qui sont faits par entreprise et c'est ce qu'on appelle des tests clients mystères. Concrètement, 215 fois, on rentre en contact avec l'entreprise sur une période de 2 mois. C'est du multicanal, c'est-à-dire 150 par téléphone, 11 par courrier, le reste par formulaire internet ou par email. Et le coût est identique pour toutes les entreprises, qu'on soit effectivement une grande entreprise ou une plus petite entreprise. On va passer
peut-être la dernière question au fond, et après on rentre la salle, et on pourra continuer à échanger ensemble. Bonjour, Anne Bota de la LRS, l'association qui porte le label professionnel. Je souhaitais réagir en fait au propos de M. Mignot. Vous avez parlé d'opacité de la fonction du label, d'un label auto-attribué par les patrons des entreprises de la relation client. Je voulais rappeler un certain nombre de choses, notamment que les organisations syndicales de salariés sont présentes au comité de labellisation, au même titre que la médecine du travail et les associations de consommateurs. Donc c'est loin d'être un label auto-attribué. Concernant le coût, alors vous avez parlé de 15 000 €, c'est un chiffre qui existe pour les entreprises qui ont un certain nombre de centres de relations clients. Le coût minimum, comme le disait madame, est proche de 7 000 €. Ça, c'est le coût plancher. Néanmoins, comme la LRS a entendu un certain nombre de critiques sur le prix qui peut être un frein pour les entreprises à candidater, nous sommes en train de refondre notre grille tarifaire de sorte à ce que le label soit plus accessible aux petites entreprises. Et enfin, une dernière remarque. Donc, vous avez dit que la relation client était un des seuls secteurs à être doté d'autant de normes, de labels, et vous vous en étonnez. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous vouliez créer un label supplémentaire sur le sujet. Parce que, effectivement, vous avez raison, moi aussi ça m'étonne, parce que depuis 2003, je n'avais aucune intention de créer un label concurrent. Ce qui m'a motivé, si vous voulez, c'est le fait que Laurent Wauquiez, qui avait comme intention majeure de rapatrier les appels offshoreisés, parce que... Changer dans l'eau, je pense. Alors, je parle de Laurent Wauquiez. Au moment du mois de juin 2010, j'ai les articles de presse je parlais à la création de la label qui disaient en gros je vais rapatrier les 60 000 emplois que les outsourceurs ont été créés en offshore. Et dit je me fais fort de résultat des courses. 4 mois plus tard, le même Laurent Wauquiez signe une charte opaque qui a été distribuée quasiment personne et dans laquelle il est dit que seuls les outsourceurs qui auront le label de responsabilité sociale pourront accéder au marché public. C'est absolument illégal, ça n'a rien de conforme par rapport au marché public, on n'a pas le droit de modifier le code des marchés publics par un simple signature de charte par un secrétaire d'État, c'est pas comme ça que ça se passe, et surtout c'est discriminant parce que comme vous le disiez, ce label est hors de prix prohibitif, c'est d'ailleurs pour ça que depuis 2003 vous avez réussi à labelliser à peine une vingtaine de prestataires dont la plupart ont eu du mieux de mouvements sociaux et compagnie, sur les 500 prestataires qui existent en France. C'est tout ce que je dis. Ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être continuer ce débat. En fait, on a bien compris que vous n'étiez pas forcément d'accord. Je pense qu'au moins on peut s'accorder à dire une chose, c'est que ça va quand même dans le bon sens et que c'est quand même des signes pour le consommateur qui soulignent un certain niveau de qualité. Maintenant, on peut tous s'améliorer, il y a encore beaucoup de travail à faire, vous avez certainement raison, mais ça donne quand même une indication de ce qui se passe dans une entreprise. Vous prenez d'autres labels, Great Place to Work par exemple. Dans les 3 premiers, il y en a 2 par exemple qui sont élus service client de l'année, on ne travaille pas ensemble, mais ça veut peut-être dire que finalement quand on donne des bonnes conditions de travail à des collaborateurs, derrière ça se ressent pour les clients. On va créer un label qui sera de quelques centaines d'euros. Sur ce, si vous voulez continuer à discuter, on peut effectivement en profiter autour d'un verre ou dans la salle. Et merci pour